vraiment le moment de commencer à se poser la question pour 2027? Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est est-ce qu'il doit le faire maintenant vis-à-vis de l'opinion publique? Je pense que ça paraît comme déplacé et un peu maladroit. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en fait, les Français sentent qu'il y a une instabilité politique. Ils ont du mal déjà à voir si le budget va être adopté ou pas, et surtout est-ce qu'il va être exécuté. Donc ça paraît compliqué lorsque vous êtes en fonction de parler de votre cas personnel, d'ambition personnelle en 2027, alors que certains Français ont du mal à finir la fin du mois et ont du mal à imaginer ce qu'ils vont faire à la fin de l'année, voire imaginer leurs vacances, s'ils arrivent à partir. Ensuite, après, pour l'autre partie, et je rejoins un peu ce qu'a dit Virginie, c'est est-ce qu'il faut penser également de l'autre côté, pour le centre macroniste et pour en tout cas la majorité présidentielle sortante, à comment s'organiser? Il y a un véritable problème. En fait, Gabriel Attal a été élu président de Renaissance et il n'y a rien dans les statuts qui prévoit la désignation du candidat de Renaissance à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le parti a été créé par et pour Emmanuel Macron. Il s'appelait quand même En Marche, d'où les initiales EM pour Emmanuel Macron. Et ensuite, après, il a été rebaptisé à plusieurs reprises. Mais en tout cas, le statut n'a pas changé. Aujourd'hui, le président d'honneur de Renaissance, c'est toujours Emmanuel Macron. Donc, il a été créé uniquement pour lui. Et dans les statuts, quand vous regardez, il n'y a pas de désignation. Comment on fait? Est-ce que c'est le parti qui décide? Est-ce que c'est le bureau politique? Est-ce que c'est le bureau exécutif? Est-ce que c'est une primaire? Et ce qu'essaye de dire Gérald Darmanin à Gabriel Attal, qui vient d'être élu président de Renaissance, c'est: fais attention, mon petit, je suis là aussi. Et donc, si tu veux être candidat, on sera plusieurs à le faire. Et en fait, on pose le sujet aux adhérents de Renaissance et aux électeurs de Renaissance en disant que le seul moyen pour Renaissance de pouvoir être au second tour de l'élection présidentielle, c'est à travers une primaire et un candidat unique, éventuellement avec les Républicains. Je pense que ce que vous dites est peut-être vrai à l'heure actuelle, mais il y a plusieurs personnes qui ont réussi à se dégager en dehors des primaires et en dehors de l'appareil partisan pour créer une offre politique. Le problème qu'ont les politiques actuellement, c'est qu'ils souffrent de plusieurs déficits. Le premier, c'est que leur incarnation, ça a été rappelé, est quand même très faible, c'est-à-dire qu'on a du mal à les distinguer sur une offre politique qui est claire. Le deuxième point, c'est qu'ils n'offrent pas une solution et une simplicité pour dire, voilà, on savait à peu près quelle était l'offre politique du général de Gaulle, on savait quelle était l'offre politique d'Emmanuel Macron, on connaissait l'offre politique de François Mitterrand, et on savait à peu près pour qui on votait. Aujourd'hui, lorsque vous adressez à Gérald Darmanin, Édouard Philippe et Gabriel Attal, leur différence entre eux tient du papier de cigarette. Et donc, ils doivent utiliser des mécanismes inter- et partisans comme les primaires, pour pouvoir se démarquer et surtout pour se relégitimer. Actuellement, au sein du bloc central, il n'y en a aucun qui apparaît soit comme un successeur d'Emmanuel Macron, soit comme étant un candidat de rupture à Emmanuel Macron. Quand vous prenez historiquement, Pompidou s'est dégagé tranquillement, il n'y a pas eu de primaire qui a été posée au sein du parti gaulliste pour succéder à une crise. Non mais on va arriver après. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, s'est imposé naturellement comme candidat de la droite pour l'après Jacques Chirac. Il n'y a pas eu besoin de primaire non plus pour s'imposer. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Il n'y a pas eu de primaire, il y a eu Balladur. Non, avec Nicolas Sarkozy. Donc pourquoi? Parce qu'il avait une offre politique qui était claire, il avait une incarnation qui était claire et il était soutenu par les Français. Comme les politiques ne sont pas soutenus, qu'ils n'ont pas d'offre politique et qu'ils n'ont pas d'incarnation, ils ont besoin de l'appareil partisan pour se relégitimer et c'est ça le déficit politique sur lequel ils souffrent tous. Second tour. Effectivement, le risque, c'est ça qui est éventuellement Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et... Non mais cette crainte... Voilà. Est-ce que les représentants politiques ont vraiment ça à l'esprit? Et avoir la responsabilité de faire des choix en conséquence. Au sein du bloc central, ils ont tous ça à l'esprit. En raison des dernières élections qui ont montré que le bloc central était derrière et le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Par contre, pour poser une limite à ça, c'est qu'en fait, on a une expérience maintenant des dernières élections présidentielles. Lorsqu'on arrive dans les derniers jours de vote, lors de la dernière élection présidentielle de 2022, je pense qu'il y a une partie qui ont reçu les mêmes sondages que moi. Le samedi de l'élection du premier tour, Macron était à 24, Mélenchon à 24 et Le Pen à 24. Les Français ont compris qu'il y avait un risque d'avoir Mélenchon-Le Pen. Pécresse est passée de 10 à 4 et Macron est passé de 23 à quasiment 30. Le jour de l'élection. C'est-à-dire que les électeurs du bloc central et des partis de gouvernement savent voter utile pour faire passer leur candidat. De la même manière à gauche. Mélenchon est toujours à 14-15, une semaine ou 2 semaines avant l'élection. Pourquoi est-ce qu'il passe toujours à 21, 22, 23 dans les derniers jours? Parce qu'il y a un vote utile des électeurs de gauche pour essayer de le faire passer au second tour. Donc ce que dit Darmanin est théoriquement vrai, mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Oui, mais ça, c'est du côté des électeurs. Non. Maintenant, du côté des candidats. Non, mais du côté des candidats, ils vont prendre leur responsabilité et se dire il va falloir éviter ça, ou est-ce qu'à un moment donné, les ambitions personnelles vont aller où? Moi, je pense que ça se passera comme ça. Ils vont tous se déclarer. Philippe va se déclarer, Attal va se déclarer, Darmanin va se déclarer, Wauquiez va se déclarer, et tout le monde va se déclarer. Ensuite, après, ils vont faire campagne pendant 4, 5, 6 mois. En février, il y en a un qui se détachera. Et ensuite, après, tous les autres, ils vont passer de 4, 5, 6 à quasiment 0. Parce que tous les électeurs vont voter utile pour le mieux placé. Et en fait, on peut avoir une primaire qui est non pas organisée par un parti, mais une primaire sauvage de premier tour, comme ce qu'il y a eu entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, auxquels sont les électeurs de la droite et du centre qui sont exprimés non pas au sein d'une consultation effectuée par un parti, mais au sein d'une premier tour d'élection présidentielle pour départager Jacques Chirac, pour qu'il puisse affronter Lionel Jospin.
Quand vous regardez les dernières élections, et surtout sur les électeurs de droite, c'est quasiment les électeurs qui votent le plus utile. À la primaire de droite, par exemple, la dernière primaire de droite qui était organisée, celle entre François Fillon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Les électeurs de droite savaient que Nicolas Sarkozy avait aucune chance de gagner face à Alain Juppé. Ils ont voté pour François Fillon dans les derniers jours. Et ceux qui ne voulaient pas de Nicolas Sarkozy se sont dit Alain Juppé va peut-être perdre, donc ils ont voté pour François Fillon. C'est comme ça qu'en à peine quelques jours, il est passé de 15% à 44%. Donc les électeurs sont intelligents. Il ne faut pas leur expliquer qu'ils sont informés, ils suivent les chaînes d'infos, ils suivent l'actualité. Mais non, les électeurs ne sont pas. Oui, effectivement, je suis plutôt d'accord, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a un objectif politique? Il y a toujours des sous-entendus politiques, mais quand même la première priorité de François Bayrou, et c'était également la priorité de Michel Barnier, ça a toujours été la première partie de l'Himalaya, ça a toujours été le budget. Pourquoi est-ce que c'est le budget? Parce qu'en fait, à l'occasion du budget, les partis politiques se comportent, un peu de façon primaire. Soit vous êtes dans la majorité, soit vous êtes dans l'opposition. Et donc, c'est quand même très compliqué d'obtenir un vote positif, donc de faire bouger des oppositions, dans la mesure où vous avez une majorité qui est très, très relative. Le deuxième point, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a une certaine attente de la part de l'ensemble des Français pour qu'il y ait un budget. Ça veut dire que lorsque vous interrogez les électeurs de gauche, les électeurs de droite ou les électeurs de Rassemblement national ou les électeurs de la majorité, ils vous disent tous la même chose. Faites des concessions pour que le budget passe. Il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout. Et c'est ce qui a conduit notamment Patrick Martin, président du MEDEF, à s'asseoir avec Sophie Binet, qui est quand même la patronne de la CGT. Donc chacun essaie d'y mettre du sien et chacun essaie de parvenir à un objectif qui est commun, dans la mesure où les Français en ont marre. Ça fait depuis 6-7 mois qu'on leur dit il y a une dissolution, on va arriver à un budget, etc. On est sur 4-5 mois de consultation. Et aujourd'hui, les Français aimeraient bien avoir un peu de lisibilité, comme l'ensemble des acteurs économiques, sur ce qui va se passer au cours de l'année, sur quel régime fiscal ils vont être taxés, quelles sont les possibilités, est-ce que les tickets restaurants vont leur permettre de faire des courses ou pas, un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, maintenant, on espère que ça va passer. Participer à cette censure, ou bien il y a aussi les leçons des derniers jours, des dernières semaines. On sait que LFI a été très en colère que les socialistes ne votent pas leur motion de censure et peuvent dire bon nous en échange on la votera pas non plus. À quoi on peut s'attendre? Voilà. C'est quand même bizarre. Il y a deux questions dans votre question. Oui, mais la politique parfois est bizarre. Hein. Effectivement. Il y a deux questions dans votre question. La question numéro 1, je pense que c'est celle-ci qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que le Parti socialiste fait ça? En fait, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que le budget normalement est un acte politique. Soit vous votez le budget et vous êtes dans la majorité, soit vous votez contre le budget, vous êtes dans l'opposition. Olivier Faure a réussi à faire un pas entre les deux, un nouveau en même temps, qui lui permet de se sortir d'affaire. Mais pour montrer qu'il est quand même dans l'opposition et qu'il fait toujours partie du Nouveau Front Populaire, il est obligé de déposer une nouvelle motion de censure. La question, c'est est-ce qu'il le fait uniquement pour montrer au Nouveau Front Populaire et aux électeurs de gauche qu'il est dans l'opposition à Macron, ou est-ce que son véritable objectif, c'est de faire tomber François Bayrou? Moi, je ne sais pas lequel des deux. Je pense que c'est plutôt pour faire tomber... C'est plutôt pour montrer qu'il est dans l'opposition, plutôt que pour faire tomber François Bayrou pour plusieurs raisons. La première, Bayrou tombe, et Macron est obligé de nommer un nouveau Premier ministre. Donc là, on a un troisième Premier ministre en quelques mois. On tombe quasiment dans une crise gouvernementale, ce qui amènera le président de la République à démissionner, ce qui est peu probable, mais surtout, lorsqu'il aura le pouvoir de le faire, de provoquer une nouvelle dissolution pour lever le blocage à l'Assemblée. Est-ce que les socialistes veulent vraiment une nouvelle élection législative et faire une alliance avec LFI? Je ne suis pas sûr non plus au regard des derniers résultats et des derniers comportements. Donc ma théorie, c'est de montrer qu'ils sont dans l'opposition, parce que les électeurs de gauche sont quand même de l'opposition à Macron. Donc on fait voter une motion de censure, en tout cas on dépose une motion de censure spontanée, et on mettra des termes pour que le Rassemblement national ne puisse pas la voter, avec des termes en disant le gouvernement Macron... Oui. En mettant Bruno Retailleau se compromet dans le fascisme et l'extrême droite. C'est ce qu'ils avaient fait la dernière fois. C'est les heures les plus noires de l'histoire qui arrivent, etc. Effectivement, il y avait des propos assez durs sur le Rassemblement national. La dernière fois, ça ne les avait pas empêchés. C'était terrible, elle était insultante à l'égard du Rassemblement national. Oui, mais je n'exclus pas que... Au Parti socialiste, ils déposent une motion de censure et s'ils apprennent que le RN la vote, et ils votent même pas la proposition de censure. Le 19 février, cette motion de censure obtient une majorité et que c'est la fin du gouvernement de Bayrou. Qu'est-ce qui se passe de François Bayrou, pardon? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on se rapproche de l'hypothèse que pousse beaucoup Jean-Luc Mélenchon à un moment donné, peut-être d'une possible démission d'Emmanuel Macron, de trouver un troisième Premier ministre en quelques mois? Si Bayrou tombe, Macron nommera un nouveau Premier ministre, il ne démissionnera pas. Non. Je ne pense pas qu'il démissionnera. Quel sera encore le pouvoir de ce nouveau Premier ministre? Renommer Bayrou? Non, mais il donnera un truc, quelque chose de simple, c'est qu'au départ, il ne voulait pas nommer Bayrou. Il voulait nommer le cornu. Donc il dira Bayrou s'est imposé à moi, donc j'ai donné l'essai à Bayrou. Bayrou a réussi à faire adopter un budget, c'était sa mission. Et aujourd'hui, je nomme un Premier ministre qui est plus en phase avec ce que je pensais. Donc lui, il essaiera plutôt de mettre Sébastien Lecornu le temps d'organiser les élections, en fait, jusqu'à qu'il ait le pouvoir de dissolution, à savoir le 8 juillet. Mais la question qui est posée notamment aux socialistes, je pense, elle est multiple. La première que vous posez, c'est est-ce que les Français veulent vraiment une élection? Est-ce qu'ils soutiennent Bayrou? Il y a 30% des Français qui soutiennent Bayrou, effectivement, il est plutôt au fond du trou. Il n'est pas trop dans les sondages. Il n'est pas très haut. Par contre, lorsque vous posez la question,
Est-ce qu'il faut censurer Bayrou? Il y en a 55% à 60% des Français qui ne veulent pas censurer Bayrou. Donc il y a une décorrélation. À cause du budget. Non, maintenant c'est hors dehors du budget, à cause d'une déclaration qui est très claire, c'est qu'en fait ils associent non pas la personne de Bayrou qu'ils n'apprécient pas, mais ils disent on a besoin de stabilité gouvernementale, et si Bayrou tombe, ils pensent qu'en fait on rentre dans un chaos économique et institutionnel. Et l'autre point qui est posé au Parti socialiste, c'est comment faire pour retrouver un électorat qui est propre, pas celui de Jean-Luc Mélenchon, pas celui des Verts, mais son propre électorat. Historiquement, en France, la gauche, ça représente 40 à 45% d'électeurs. Vous l'avez vu, le NFP n'a pas fait 45% d'électeurs. Donc ça veut dire que la gauche, qui est soumise à Jean-Luc Mélenchon, fait à peine 20 à 25% des voix. Si les socialistes veulent retrouver le pouvoir et refaire des scores élevés à l'élection présidentielle, c'est ce qu'avait fait François Mitterrand. Il avait fait une offre qui était différente des communistes. François Hollande a fait une offre qui était différente de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est cet espace-là qu'il doit retrouver entre la gauche radicale et les électeurs de gauche qui sont déçus par Emmanuel Macron dans la mesure où il a fait adopter la réforme des retraites. Il n'a pas fait un programme qui était véritablement social. C'est ces électeurs-là qui veulent retrouver. Donc ça suppose un équilibre entre ne pas soutenir Macron, mais ne pas être dans l'opposition la plus radicale et surtout révolutionnaire. Être responsable. Exactement. Toujours présidentiable. William Tay. Ah oui, toujours. Il n'a pas changé. Il a même dit... je crois qu'on m'a rapporté ça, si je ne me trompe pas. Il a même dit qu'il avait été nommé le jour de la naissance d'Henri IV. Donc il voit ça comme un signe du destin. Il pense qu'il est là pour sauver la France et que le travail n'est pas terminé, que si Macron doit amener à lâcher son poste en 2027 ou plus tôt, eh ben, il sera prêt à relever le défi. En tout cas, c'est à peu près ça qu'il veut jouer. En fait, ce qu'on voit à peu près de François Bayrou, c'est qu'il a toujours cru en son destin. Et qu'aujourd'hui, son objectif est non pas... C'est un homme de destin. Hein, voilà, il est très... Et je crois qu'il a agrégé de lettres ou agrégé d'histoire, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je confirme sur le côté... Oui, il y croit vraiment. Oui. Donc ça, il y croit vraiment. Ensuite, après, la question peut-être implicite qui est posée, c'est est-ce qu'il a des chances d'y arriver? Malheureusement, il a beaucoup de défauts. C'est-à-dire qu'il apparaît comme antagoniste par rapport aux aspirations profondes des Français. Autre point, c'est que sa ligne politique est quand même sur une ligne plutôt récessionniste. C'est-à-dire que les électeurs de Macron, il y en a quand même moins qu'en 2022 et en 2017, dans la mesure où l'offre politique a créé beaucoup de mécontentement et beaucoup de déçus. Et après, je pense que l'autre paramètre essentiel, c'est la question de la clarté de son offre politique. François Bayrou existe comme personnage, mais je pense que c'est difficile pour l'ensemble des gens de savoir qu'est-ce qu'ils pensent véritablement sur l'ensemble des sujets. Et puis, Ferrand, j'imagine, s'il est élu à la présidence du Conseil constitutionnel, est-ce possible que Richard Ferrand appelle à modifier la Constitution afin que le président fasse un troisième mandat? Alors, normalement, le président du Conseil constitutionnel et l'ensemble des juges constitutionnels ont un devoir de réserve. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur les sujets d'actualité. Ils peuvent uniquement s'exprimer sur leur biographie, sur l'histoire. C'est pour ça qu'Alain Juppé s'exprime uniquement sur ses souvenirs passés lorsqu'il s'exprime. Il ne peut pas s'exprimer sur les sujets d'actualité. Par contre, est-ce que Richard Ferrand peut appeler à une modification de la Constitution? Il sortirait de son rôle dans la mesure, et puis surtout, ce n'est pas à lui de le faire. Par contre, il a un pouvoir, c'est la question de l'interprétation des textes. Et la question qui va être posée, en fait, notamment si Richard Ferrand arrive président du Conseil constitutionnel, moi je pense que ce sera compliqué et qu'il ne le fera pas. Mais il peut le faire techniquement, c'est si Emmanuel Macron démissionne, il y aura une interprétation sur est-ce qu'on considère que le deuxième mandat interrompu par la démission est un mandat complet et donc ça équivaut à 2 mandats consécutifs, et donc dans ce cas-là, il n'aurait pas le droit de se représenter, ou est-ce que ça n'équivaut pas à un mandat complet, et dans ce cas-là, il pourrait éventuellement se représenter à sa succession si c'est démissionnait. C'est peut-être là où il a un pouvoir d'interprétation, mais lui n'est pas apte à modifier la Constitution. C'est le Parlement qui en n'est pas prévu, en fait, dans non, il y a 2 moyens de modifier la Constitution. Soit c'est l'article 11 et 89, donc par référendum, soit c'est par une réforme constitutionnelle en passant par le Parlement, adoptée par les 3/5. Au vu de l'état de l'Assemblée nationale actuellement, c'est quand même compliqué d'arriver aux 3/5. D'une éventuelle primaire? Il y a 2 sujets. Est-ce que lui a raison de le faire pour son intérêt personnel? Oui, dans la mesure où Attal a pris la main sur le parti et qu'il y a un flou sur la question de comment désigner un candidat chez Renaissance. Donc il met sur la table, il ferait pression sur Attal et même il s'inscrit lui-même dans la liste. Par contre, il y a une difficulté, c'est qu'actuellement, les électeurs de la majorité, comme les électeurs de droite, ne veulent pas de division. Alors, vous avez 2 sujets qui sont très simples. Actuellement, à LR, il y a éventuellement une guerre des chefs entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Or, LR, qui arrive à peine à avoir quelques électeurs et à gagner de nouveau des élections, si ils commencent de nouveau à se taper dessus, et ben ils se diront c'est exactement pareil, on reprend les mêmes et on recommence, et donc ils se sépareront et ils repartiront ailleurs. De la même manière pour chez Renaissance, actuellement il y a un besoin d'unité. On demande aux dirigeants de Renaissance de faire alliance avec le MoDem, de faire alliance avec la droite. Et au moment où vous arrivez à peine à construire un socle commun et un semblant d'unité, eh ben quelqu'un propose la primaire qui est le lieu d'affrontement par pure excellence. Vous affrontez même pas sur le fond, mais uniquement sur la forme pour vous démarquer de votre concurrent. Je ne sais pas si c'est en écho avec ce que veulent profondément les électeurs qui ont voté Macron en 2022.